Donc il y a 11 millions de chats errants en France. J'ai vu le chiffre tout à l'heure, ça m'a fait halluciner. Et quand on dit des chats errants, c'est des chats qui sont pas soignés, qui sont abandonnés dans la rue, qui vivent là. Alors c'est peut-être même pas des chats qui ont été abandonnés directement, c'est des petits de chats qui ont été abandonnés par des humains. C'est quand même extraordinaire. Si on veut faire quelque chose pour la cause animale dans ce pays et qu'on se dit, alors je vais faire un truc de fond pour sauver le plus d'animaux possible et qu'on veut faire du chiffre, qu'on veut faire de la masse, c'est ça qu'il faut faire. Et à part dans les villes, ou des rares villes, hein, où il y a des campagnes publiques de stérilisation, pour empêcher que ça empire en fait. Hein. Les stérilisations, c'est juste pour empêcher que ça empire, c'est même pas pour résoudre le problème. Ben, c'est des assos en fait, c'est des assos de gens comme vous et moi, des bénévoles qui font tout le taf, qui se chargent de tout le boulot. Et en France, il y en a des milliers, il y a des milliers de gens en fait, on réalise pas, hein, mais il y a des milliers de gens qui récupèrent, qui soignent, qui stérilisent, le plus souvent à leurs frais, ou avec des dons de leurs amis, etc., ou de soutien, et qui relogent des chats partout en France. C'est les gens, c'est le peuple qui fait le boulot, en fait, à la place de l'État. C'est clair qu'il devrait avoir un service public pour les animaux, quoi, au moins pour ça. C'est pas sorcier. Je suis sûr que ça coûte pas 300 milliards d'euros de faire des stérilisations partout dans le pays et de se charger du problème qui est massif. Personne ne fait rien. Et c'est des gens qui ont de la compassion, en bas de l'échelle, qui vont faire tout le taf, comme on va le voir. Je vous montre maintenant le document légal, servicepublic.fr, d'accord, qui dit que faire en cas d'un chat errant, pour voir un peu comment c'est organisé dans le pays. Et en fait, vous allez voir, c'est pas organisé, c'est juste pas organisé. Il y a 3 options. 1. Mise en fourrière. Vous pouvez emmener l'animal à la mairie, à la gendarmerie ou au commissariat pour qu'il soit transféré en fourrière. Vous pouvez vous aussi conduire l'animal en fourrière. Je pense que c'est le condamné à mort. Si l'animal est identifié, il est tout simplement rendu au proprio. D'accord. Sauf que la plupart des chats errants, ils sont pas identifiés, je pense. Et donc du coup, tu l'amènes d'abord à la fourrière, en sachant que s'il n'est pas identifié dans un grand nombre de cas, il sera peut-être foutu dans une salle d'attente grillagée sur du béton pendant 15 jours et ensuite flingué. C'est risqué, d'accord? En fait, c'est jouer à la roulette russe le coup de la mise en fourrière. Donc ça, c'est le truc légal, d'accord? L'État propose que ça. Et le reste, c'est on se démerde nous-mêmes entre les gens d'en bas. Vous pouvez contacter une asso près de chez vous pour savoir si elle peut prendre en charge l'animal. Des assos comme ça, il y en a des milliers. Évidemment, encore faut-il les trouver. Eux, on sait qu'ils vont essayer de l'identifier, et ensuite ils vont trouver une option, ils vont tout faire pour pas le tuer en fait. C'est beaucoup plus sûr que le coup de la fourrière. Et ensuite, il y a adopter directement l'animal. Ah d'accord, okay. Démerdez-vous, ça veut dire. Si vous obtenez le numéro d'identification de l'animal, alors souvent c'est des puces, faut aller chez le veto pour lire la puce. Ok, vous pouvez le déclarer à la société ICAD, qui gère le fichier national d'identification des carnivores domestiques en France. Les questions des chats errants, comme la question de la chasse, comme toutes les questions qui touchent aux animaux, mais spécialement celle-là parce que ça concerne une masse d'animaux extraordinaires, c'est un problème politique, d'accord? Il faut une solution politique, c'est-à-dire une solution collective pour tout le monde. Il faut que les gens se mettent autour d'une table, proposent des trucs et que ce soit fait. Mais c'est clairement pas fait. Chat errant, le gouvernement traîne pour agir. 30 millions d'amis en colère. Ça date de pile l'année dernière. Après l'intervention de l'équipe, RMC s'engage pour vous. La stérilisation des chats errants à Ézines, dans l'agglomération de Bordeaux, a été entreprise par les autorités. Donc c'est évidemment, encore une fois, il y a un coût médiatique et ils sont forcés de le faire pour pas avoir l'air con. Laurette nous avait écrit parce qu'elle s'occupait toute seule des chats errants dans sa ville et elle n'en pouvait plus. Oui, on l'a rencontrée en septembre à Ézines, près de Bordeaux. Dans son quartier, les chats errants sont partout. Laurette les nourrit, en soigne certains. À l'époque, elle ne recevait aucune aide de la mairie et elle était à bout. Quand vous voyez des chats qui sont tout maigrichons, qui sont malades, voilà, je ne supporte pas de voir cette misère, alors qu'il y a des solutions simples. La solution, c'est la stérilisation, pour éviter donc la prolifération. C'est la seule solution, parce que le ramassage sauvage et l'euthanasie débouchera toujours sur la venue d'autres chats. Laurette, c'est une héroïne des temps modernes, d'accord? Elle agit par compassion et elle prend la place de l'État qui ne fout rien, qui n'est pas au service du peuple en fait. C'est aussi simple que ça. C'est à l'État de prendre les choses en main. Ça veut pas dire que jeter du pognon sur le problème, évidemment. Ça veut dire il faut une vraie révolution culturelle, il faut faire des débats avec les gens partout, faire intervenir des scientifiques, se débarrasser des lobbies, des animaleries, etc. Ça demande vraiment tout un changement profond de société. Hein. Juste pour illustrer le côté concret que c'est pour ces chats, j'ai mis une vidéo de The Dodo. Les chats, ils cherchent de la bouffe et ils font face à des problèmes comme ça qu'on n'imagine même pas. Il aurait pu mourir là-dedans si jamais il l'avait pas ramassé. D'être coincé comme ça, genre 2 jours sans pouvoir boire. Et... I don't know. The cat is wild. Il le fait sortir. Oh. Ah, il l'a juste sauvé et il le remet. Bah alors, loulou. Count to 10. If you will not go outside, I will take you with me. Il dit je compte jusqu'à 10. 1, Et après, 2, t'embarques. 3, 4, Petit ange. 9,
Nine. Il trempe de la patoune. Là, c'est le deuxième jour. Ah, il le met dans une cage déjà pour commencer. Le petit doudou, c'est mignon de voir ça. Little more. Little more. Little more. Ah d'accord, il se pose. So different now. He's so calm. Joseph Descamps, t'es le président de l'asso Les Joyeux Diablotins, et c'est une asso qui agit dans le secteur autour du Compiègnois, c'est ça? Ouais, Noyon, Compiègne principalement. Et donc vous êtes des bénévoles qui faites famille d'accueil pour les chats errants du coin. Tu peux nous raconter un peu genre en quoi ça consiste? Alors classiquement, on prend en charge des chats dans le besoin, sauf que on n'a pas de refuge, on n'a pas de locaux. On est une association de 1901. Hein, les chats de l'association sont confiés aux bénévoles et sont chez chaque bénévole, qui sont familles d'accueil et qui vont accueillir le chat depuis l'arrivée à l'association jusqu'à son adoption. Genre vous êtes que des passeurs de chats jusqu'à des vraies familles définitives, c'est ça? C'est ça. La différence par rapport au refuge, c'est qu'au lieu d'avoir des chats en cage ou dans des pièces à chats, on se retrouve effectivement avec des chats dans les familles d'accueil, donc ils ont plus une vie proche de la vie de maison ou d'appartement. Et ce qui va permettre effectivement de les sociabiliser et puis pas aussi d'avoir des phénomènes d'effectifs délirants. Et puis ça permet aussi d'avoir une gestion plus directe, c'est-à-dire que avoir un refuge, c'est aussi des coûts et des réglementations qui sont compliquées à mettre en œuvre. En France, il y a beaucoup d'assauts comme la tienne? Des associations comme la nôtre, il y en aurait a priori plus de 4000 en France. Combien vous êtes vous dans l'asso? Alors nous, on a une bonne dizaine de familles d'accueil. Et ce genre de format en général, oui. Donc ça fait des dizaines de milliers de personnes qui s'occupent des chats dans ce pays. Et en fait, ces assos, elles sont moins popularisées que la SPA ou 30 millions d'amis, mais pourtant, c'est ce qui fait le travail de fond pour sauver les chats en France, non? Effectivement, on parle d'environ 4000 assos qui fonctionnent comme les Joyeux Diablotins. Effectivement, c'est à chaque fois petite échelle, mais c'est 4000 petites échelles. Ouais. À côté de ça, il y a environ 800 refuges en France. Ouais. Et dans ces 800 refuges, vous trouvez 55 refuges de la SPA. Comment les Joyeux Diablotins sont nés? À quel moment? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qui? Alors moi, en tant que président, avec mon épouse qui est actuellement trésorière, et puis deux amis qui ont depuis quitté l'aventure, on a commencé comme beaucoup, c'est-à-dire en tant que bénévole pour une association. Sauf que cette association-là manquait de rigueur. On a un gros problème de rigueur. On a 18, ça va pas. On veut quelque chose de rigoureux. Donc on a créé les Joyeux Diablotins. La première fois qu'on a été famille d'accueil, ça a été pour 2 chiots. On a retrouvé effectivement une bénévole de l'association sur un parking qui nous a refilé les chiots. On s'est occupé des chiots. Il y a des gens qui sont venus à la maison adopter. On avait reçu par mail vite fait un contrat d'adoption. On a fait adopter les chiots. On s'est dit, mais en fait, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. C'est pour ça que nous, quand on a créé les Joyeux Diablotins, on s'est dit, oui, mais il faut quand même un peu éclaircir qu'est-ce qui est du rôle de la famille d'accueil, qu'est-ce qui est du rôle de l'association. Donc nous, on s'est lancé dans un truc qu'on appelle la charte des familles d'accueil, qui va préciser, effectivement, les frais vétérinaires, c'est pour l'association, faire des câlins, c'est pour le bénévole. Prendre les rendez-vous chez le véto, même si c'est l'association qui paye, c'est aux bénévoles de faire les déplacements. Donc il y avait vraiment des questions comme ça qui étaient nécessaires de mettre en place. Là, vous avez fait la transition entre des amateurs qui voulaient aider des animaux de manière concrète à quelque chose de structuré, avec qui respecte la loi et qui est plus sérieux. C'est ça, oui, il faut respecter la loi, il faut bien définir comment on définit les frais vétérinaires. Nous, on les fait voter en assemblée générale, etc. Vous vous occupez de quelle partie de la chaîne? Genre, est-ce que vous trappez aussi les chats ou est-ce que vous les récupérez déjà de gens qui vous les amènent directement? Dans ce qui arrive à l'association, il y a beaucoup de chatons nés à la rue, où assez vite, les gens ne savent pas quoi faire, tous ces chatons, donc viennent vers nous. À chaque fois, la question, c'est le devenir de la mère. Est-ce qu'on sait qui est la mère? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire stériliser la maman? Après, les chats qui sont dans la rue, la problématique, c'est de savoir, est-ce que c'est un chat errant qui est dans le besoin ou est-ce que c'est le chat de la voisine qui fait le tour du quartier? Donc ça, c'est aussi une difficulté. On peut pas prendre comme ça des chats dans la rue. C'est pour ça qu'il y a les obligations légales de fourrière. D'ailleurs, normalement, quand on trappe un chat, déjà, c'est avec l'autorisation de la mairie, puisque la responsabilité des animaux errants
c'est une responsabilité municipale. Et surtout, on peut pas mettre des pièges partout en ville comme ça sans prévenir personne, parce que ça C'est pourrait pas possible. Le chat qu'on attrape, il faut d'abord vérifier s'il n'est pas à quelqu'un. On a énormément dans les chats adultes, on a beaucoup de chats adultes qui arrivent, qui sont des phénomènes de départ en maison de retraite ou de décès des maîtres. Aïe. Ça aussi, il y a beaucoup de gens, oui, on n'y pense pas, mais on peut pas dire à quelqu'un de 70 ans qui va adopter un chaton, c'est très bien, mais t'es trop vieux parce que le chaton a plus d'espérance de vie que toi. Ouais, bien sûr. Il faut dire, entre guillemets, laisser un testament, de dire, voilà quel est le devenir de mon animal en partant. C'est quoi le profil des bénévoles? D'où viennent un peu ces gens? Déjà, confirme-moi un truc. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Parce que j'ai l'impression partout, c'est ça. Ouais, non, je suis tout seul. T'es tout seul? Bon. Il y a quelques conjoints qu'on voit un peu de temps en temps s'impliquer quand on bouge un peu, faire un aller-retour veto ou autre. Mais ouais, au niveau des hommes, ouais, non, là, je suis un peu tout seul. Voilà, c'est la réalité, c'est que c'est un monde qui est très féminin. Mais du coup, toi, par exemple, tu fais quoi dans la vie à côté? Alors moi, je suis fonctionnaire, je travaille dans la protection des inondations. Ok, d'accord. Mais donc, tu as un boulot à côté, et voilà, et les gens qui s'impliquent là-dedans, c'est en amateur après, et souvent... C'est du bénévolat pur, association 1901, voilà, c'est du bénévolat pur. Quelle est la masse de travail? Genre, qu'est-ce que ça représente dans une semaine pour tous les gens? Qu'est-ce que c'est le boulot d'un bénévole de l'asso de manière très concrète? Ça veut dire déjà avoir l'animal chez soi, donc on va s'en occuper comme de son propre animal. Donc si on s'en occupe comme son propre animal, ça veut dire qu'il faut le nourrir, le toiletter, le caresser, le chatouiller, tout ce qu'on fait avec l'animal. Souvent c'est les animaux qui sont malades et qui arrivent avec le coryza, des trucs comme ça. Voilà, et tout. Effectivement, ils arrivent rarement nickel en arrivant, donc ça veut dire effectivement donner les soins. Quand vous devez mettre un cacheton dans la gueule d'un chat sans vous faire griffer quand le chat vous connaît pas, parce que c'est votre chat que vous connaissez depuis toujours, vous mettez un cacheton et ça se faire. Quand c'est un chat inconnu, c'est un peu plus compliqué, mais avec un chaton, j'ai déjà eu les mains bien griffées. Donc c'est délicat. Et puis il faut assurer effectivement une quarantaine, une surveillance, voir comment il évolue. Et puis il faut aussi prendre les rendez-vous vétérinaires, faire l'aller-retour vétérinaire. Est-ce que vous avez une zone délimitée avec les joyeux diablotins? Est-ce qu'il y a des villes qui vous concernent pas, ou c'est que tous les chats qu'on vous amène, vous les prenez même s'ils viennent de Paris, de Lille, Alors il y a un phénomène, c'est que il y a plus d'animaux dans le besoin, de chats dans le besoin qu'il n'y a de disponibilité dans la protection animale. C'est pas il y a un chat dans le besoin, il y a tout de suite 10 assos qui viennent. Non, il y a un chat dans le besoin, il faut contacter 10, 15, 20 assos et à chaque fois s'entendre dire désolé, on n'a plus de place. Donc effectivement, on est là où on a des bénévoles. Donc effectivement, la dizaine de familles d'accueil, on est répartis sur le Noyonnais et sur Compiègnois. Donc ça reste notre périmètre d'action. Quand on nous appelle de plus loin, on dit aux gens, mais il y a forcément une association équivalente à la nôtre dans votre secteur. Est-ce que tu as des chiffres en termes de nombre d'animaux qui ont été placés grâce aux joyeux diablotins? Ou en ce moment, combien de chats vous avez placés Alors si je regarde 2022 pour la dernière année qu'on a fini, on avait fait 105 adoptions. Ah ouais. Et là, sur 2023, on a déjà fait une bonne cinquantaine. Et puis, répartis sur la dizaine de bénévoles, on a actuellement une quarantaine de chats. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « J'étais passé par un site qui s'appelle Seconde Chance, qui regroupe assos et refuges chiens et chats. » Tu connais? Ouais, Seconde Chance, effectivement, c'est un long listing avec les coordonnées, effectivement, de toutes les associations et leur localisation. Quand une association vous dit désolé, j'ai pas de place, sa solution, c'est de voir ce listing et de voir quelle est l'association suivante la plus proche. Tu connais les autres assos locales? Vous êtes en rapport avec eux? Est-ce que vous avez organisé quelque chose de centralisé entre vous? On se connaît, bien sûr. On n'est pas spécialement, on n'a pas d'organisation spécialement centralisée. Okay. On sait effectivement un peu qui fait quoi et dans les grandes lignes. On n'a pas besoin de contact au quotidien sur le sujet. Je dirais qu'on va plus se contacter quand on a à faire un gros SOS. Mais c'est assez rare quand même. En général, on gère chacun de notre côté. Donc du coup, il n'y a rien qui soit vraiment structuré au-delà de chaque asso. Tout le monde a l'air de se démerder de son côté et vraiment de temps en temps, par amitié, vous faites appel aux autres que vous connaissez, mais il n'y a pas genre, par exemple, tu me disais que vous aviez un WhatsApp avec toutes les familles d'accueil des joyeux diablotins, mais il n'y a pas genre un WhatsApp avec toutes les familles d'accueil de l'Oise et tout, et avec un site et tout. Ça marche pas. Il faut rester à une échelle effectivement fonctionnelle aussi, parce que toujours pareil, les groupes de conversation, une fois qu'il y a trop de monde là-dessus, ça devient compliqué.
On a aussi effectivement des modes de fonctionnement d'une association à l'autre qui sont parfois différents. Hein. Moi, ce que je dis souvent, malheureusement, quand on s'occupe des chats en protection animale, on vide l'océan à la petite cuillère. Et si on n'arrive pas à dire il faut stériliser tout le monde, effectivement, stériliser tout le monde, ça veut dire fermer le robinet au niveau des chutes du Niagara, quoi, qui remplissent l'océan. Il y a ce qu'on appelle la trêve hivernale où les femelles se mettent pas en chaleur. Mais la saison des chatons avec le pic en juillet, c'est quand votre téléphone sonne 3 à 4 fois par jour et à chaque fois c'est quelqu'un qui vous dit qu'il a trouvé une portée de chatons. Ouais. Et j'ai pas les capacités d'accueil pour 3 à 4 portées de chatons par jour. Ouais. Et le mois de juillet, c'est ça. Si vraiment l'État voulait vraiment prendre en main la situation, qu'est-ce que tu attendais comme proposition nationale au niveau des chats? Dans un monde idéal, imagine c'est la révolution demain, et les gens de la protection animale prennent le pouvoir. Qu'est-ce que tu attendrais de ce nouveau pouvoir? Déjà de forcer les gens à commencer à respecter les lois existantes. L'identification en première ligne, énormément d'animaux qui sont pas identifiés, ce qui fait que on se retrouve avec des animaux dans la protection animale qu'on doit faire adopter alors qu'ils ont juste un mètre quelque part. Ça responsabiliserait les gens aussi parce que une fois qu'il est identifié, ça devient plus compliqué à abandonner. Commencer par faire appliquer les lois qui existent. Ce serait déjà pas mal. Et au niveau stérilisation, tu disais si jamais tous les chats étaient stérilisés en France, le problème serait résolu, on couperait le robinet. Ouais, mais alors il y en a qui vont me dire oui, mais après il y aura plus de chats. Faut s'inquiéter. Vu les capacités de reproduction du chat, on peut y aller, franco. Et franchement, j'ai pas envie qu'on arrive à la solution australienne qui consiste à tirer à vue tous les chats, quoi. Tu avais l'air de dire en premier que ce qui allait pas, c'était l'état d'esprit des gens qui étaient pas responsables, qui identifiaient pas leurs animaux. Qu'est-ce qui suffit pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faudrait comme changement de mentalité là? C'est une prise de conscience. C'est toujours le problème. C'est une prise de conscience de la situation. Les gens voient pas le problème quand ils sont pas. Moi-même, avant que je sois embarqué dans la PA, je m'étais jamais posé la question s'il y avait trop de chats, s'il y avait machin, s'il y avait trucs. Je le voyais pas. Parce que tant qu'on n'est pas effectivement pris dans le maillage de la protection animale, on ne se rend pas du tout compte de tout ça. On s'était lancé dans des projets de rentrer dans les écoles primaires pour faire de la sensibilisation. Et les gens sont encore avec beaucoup de certitudes fausses. On entend encore beaucoup, par exemple, une chatte, pour qu'elle se soit bien dans sa vie, il faut au moins qu'elle ait eu une portée dans sa vie. Ouais. C'est complètement délirant, c'est complètement faux. Quel est le rapport entre les Joyeux Diablotins et les services de l'État en général? De base, c'est la mairie, notre interlocuteur. Okay, parce qu'en fait, moi, ce que je savais avant ça, c'était que les mairies doivent cotiser pour pouvoir profiter du service des fourrières. Pour que des animaux puissent être amenés là-bas du territoire de la ville doit payer un truc au refuge, j'espère. Il y a un tri qu'il faut faire là-dedans. Les communes ont une obligation de fourrière. Okay, pas une obligation d'avoir un refuge. C'est deux distinctions différentes. La fourrière, c'est vraiment l'obligation légale des mairies de gérer l'animal errant. La fourrière, ça appartient à qui? Alors, la fourrière, c'est une obligation de la mairie. En général, les mairies n'ont pas leur propre fourrière, parce que ils vont pas gérer ça en régie. Donc, ils vont déléguer à un prestataire. Alors, oui, la SPA a l'activité fourrière et a l'activité refuge. Mais c'est deux activités bien distinctes. L'activité refuge, on a des chats qu'on soigne et qu'on met à l'adoption. L'activité fourrière, c'est une délégation de compétences municipales pour prendre en charge des animaux errants. Donc effectivement, la fourrière a obligation légale de rechercher le propriétaire. Il y a un délai de 8 jours. Passé ces 8 jours, la fourrière devient propriétaire de l'animal par défaut. Aïe. Et là, les seules sorties fourrières possibles, c'est soit un refuge, soit une association. Ça peut pas être les pattes devant. Si. Le problème, c'est effectivement l'effectif. Si on n'a plus de place, on peut pas pousser les murs indéfiniment. Hein. Ouais. Alors le choix, faut quand même être conscient que les gens qui travaillent en fourrière et qui travaillent en refuge, y compris les vétérinaires qui font l'acte d'injection, c'est quand même à la base des gens qui aiment les animaux. Donc ils font pas ça de gaieté de cœur. On commence par le plus malade, par le plus vieux, par le délit de sale gueule, par quoi voulez-vous commencer bien sûr. Pour réduire les effectifs. Si dans une petite pièce de 4 mètres carrés, ils ont 50 chats, il y aura aussi des morts, mais pas des morts où le chat a eu une piqûre et il s'est endormi. Ça va être une boucherie, quoi. Pour conclure, de quoi vous avez besoin? Comment les gens ils peuvent aider? Comment? Il y a le nerf de la guerre, les finances. Si je regarde 2022, on a dépensé 17 500 € de frais vétérinaires. Au niveau frais d'adoption, on a à peu près 14 300 € qui sont rentrés. Avec les frais d'adoption, on couvre environ 80% de nos frais vétérinaires.
Et le reste, ben, faut le trouver ailleurs. Donc ailleurs, c'est les dons bien sympas des gens qui nous soutiennent. Est-ce que vous avez besoin de personnes en plus pour faire famille d'accueil? Est-ce que vous avez besoin... Oui, non, ça c'est sûr que la famille d'accueil, c'est super d'avoir des bénévoles en plus qui reviennent joindre l'aventure. Merci beaucoup, franchement. Un, pour être venu, mais deux, pour le taf admirable que toi et toutes les autres femmes de l'assaut font de s'occuper des chats errants dans ce pays. Parce que là, on tombe sur des chiffres avec des dizaines de milliers de gens qui s'occupent de manière invisible et souvent méprisés par le reste des beaufs de la population pour leur travail et qui font un taf de dingue par compassion, par pure compassion, parce que vous tirez rien de ça à part des larmes et du sang et du corps. On n'en tire rien du tout. C'était très intéressant, c'était même plus qu'intéressant. Et ce que je viens de dire à l'instant là, je le dis parce que j'ai ça en tête là. Regardez ça là, vous. Vous avez vu se passer ce truc là. Une personne hérite l'héritage de ses parents qui viennent de mourir. Et il donne son héritage 150 000 € à la cause animale. Il a fait un sacrifice de fou de sa vie, il a fait un sacrifice extraordinaire, ok? Le sens des priorités des bourgeois, c'est pour ça qu'on a besoin que l'État pique tout avant pour les écoles et les hostos. Qu'est-ce que t'as dans le ciboulot? Qu'est-ce qui t'a fait ce gars? 1. Le fait de rien comprendre à ce qu'est un bourgeois. Est-ce que ce mec possède des moyens de production? Est-ce qu'il vit de la plus-value d'autres gens qui travaillent? Non, parce que je suis allé voir, c'est un fonctionnaire, c'est un mec qui taffe comme tout le monde, d'accord? Il a hérité de la maison de ses parents. Il en a fait un don, d'accord? Il a fait un don pour la société. Et 2, la cause animale, c'est pas une cause importante? Pour les écoles et les hostos. Putain de beauf. C'est les gens qui se disent révolutionnaires, qui se disent de gauche, qui disent qu'ils veulent changer le monde, qui font des beaux discours. Mais dès qu'il s'agit de faire preuve d'un tout petit peu de valeur dans leur vie, il n'y a plus personne, ils sont en slip. C'est la gauche qui pense que le communisme, c'est nationaliser McDo. Et c'est bon, c'est la révolution. Frites à volonté. C'est une insulte envers toute la gauche historique, hein, bien sûr. Bref, merci à tous. Bonne soirée.